Bonjour, bienvenue sur Question d'éthique. Nous reprenons notre débat sur l'enfant avec aujourd'hui comme thématique l'adoption et le droit à connaître ses origines. Pour parler de ce sujet, j'ai invité le professeur Jean-Louis Bernard, qui est donc pédiatre, praticien hospitalier, chef de service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes le président du comité de protection des personnes dans la recherche médicale et naturellement professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. À côté de vous, maître André Millet, avocat au barreau de Marseille, spécialisé dans le droit de l'enfant et présidente de l'association Enfants Droit à Marseille, qui est une association qui favorise l'exercice des droits de l'enfant. Pierre Lecause, philosophe, professeur agrégé de philosophie, maître de conférences en éthique médicale à la faculté de médecine de Marseille. Vous êtes membre du comité national d'éthique. Vous venez de publier chez l'Harmattan La philosophie de la famille pour la médecine de la reproduction. Je vous conseille cet ouvrage très instructif. En face de vous, Sophie Campredon, pédopsychiatre. Vous êtes praticien hospitalier et naturellement responsable de l'espace Arthur à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et enfin, en bout de table, le professeur Brigitte Chabrol, pédiatre, praticien hospitalier, chef de service de pédiatrie générale à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes aussi le médecin responsable du CAMPS, qui est le Centre d'action médico-sociale précoce. Et vous êtes professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de Marseille. Merci à tous d'être sur ce plateau. Alors parlons de l'adoption. L'adoption a rempli des besoins très différents dans l'histoire. Et je me tourne vers Pierre Lecause pour qu'il nous dise un peu à quoi correspond l'adoption aujourd'hui, à quoi elle répond en termes de besoins spécifiques dans la population. Oui, très simplement, on peut repérer dans l'histoire différents motifs, à commencer sur le plan religieux par la valorisation de l'être humain comme créature de Dieu, qui a pu inspirer des comportements de charité, de compassion, de miséricorde, et donc une valorisation sociale à partir de critères religieux. Il y a également des nécessités institutionnelles, le besoin de transmission d'un patrimoine, d'un nom aussi, c'était très important. Il y a encore quelques décennies que le premier enfant soit un garçon, ce qui signifiait un désir de perpétuité du nom, de pérennisation. Et Platon y verrait d'ailleurs un désir de s'immortaliser aussi, de laisser son nom à la postérité. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi y voir un besoin de produire du sens dans son existence, car l'homme ne peut pas vivre uniquement rivé à l'instant présent. Il a besoin de donner un horizon d'avenir et d'avoir des projets. Et l'enfant s'inscrit dans ce projet d'accomplissement du sens de l'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, avoir un enfant pour les personnes qui, naturellement, ne peuvent pas le faire, adopter, c'est une façon, finalement, d'avoir cet enfant désiré qu'on ne peut pas avoir naturellement ? Complètement. C'est même un des soucis de notre époque, puisqu'on sait que le nombre d'enfants disponibles aujourd'hui en France n'est plus que de quelques centaines, du fait de la contraception, naturellement. Et on est passé de plusieurs milliers d'enfants en 2 ou 3 décennies à quelques centaines. Et en même temps, un chiffre préoccupant, en tout cas pour un certain nombre de médecins de la reproduction que je rencontre à certaines occasions, et qui me disent leur perplexité devant un phénomène de stérilité qui, je n'ai pas de chiffre exact, mais serait insensiblement en augmentation dans nos sociétés civilisées pour des raisons qui restent assez mystérieuses. Donc un petit nombre d'enfants à adopter, un grand nombre de candidats à l'adoption, de parents qui veulent adopter. Et comment est-ce qu'on fait pour trouver la solution ? Maître André Millet, on se tourne vers l'adoption internationale, par exemple ? Oui, c'est effectivement une réalité. Je pense qu'à l'heure actuelle, on vit à l'échelon de la planète. Donc, il en va de même pour les enfants et on va aller les chercher là où ils sont disponibles. Alors, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ça, vous trouviez ça pas très... Et non, justement, ce terme de disponibilité, d'enfants disponibles pour le besoin des familles me heurte parce que il ne s'agit pas d'une banque où on vient s'approvisionner des êtres humains parce que ça va correspondre à des désirs d'enfants et de perpétuité. Une marchandise, et on est à l'heure actuelle dans une société de marchandises où effectivement le corps des enfants se vend, tout se vend. Et les enfants, alors ça risque de heurter peut-être certaines personnes qui vont nous entendre,
Parce que, comme l'a dit M. Lecoz, au départ, il y a une idée de compassion, de charité, hein, de générosité. Mais dans l'adoption internationale, je pense qu'il y a des questions à se poser. Est-ce que les enfants... Et il y a pas mal de personnes qui s'élèvent, dont les voix s'élèvent, qui disent que les enfants doivent rester dans leur pays et aider les gens du pays à prendre en charge leurs propres enfants. Je vois que Brigitte Chabrol acquiesce. Non, ça veut dire l'adoption à l'intérieur même d'un pays, l'adoption internationale, mais dans le pays même. Et puis peut-être si effectivement il y a ce sentiment de charité vis-à-vis de ces enfants, peut-être donner des moyens à leur propre pays pour s'occuper d'eux. Et plutôt que quand on voit certains pays, par exemple des pays d'Asie, où tous les jours on voit partir une 50aine d'enfants dans tous les pays du monde qui partent au bras de différentes familles, on peut se poser la question de l'aide qu'on pourrait apporter à ce pays pour garder ses enfants et s'en occuper aussi. Donc c'est à deux niveaux. Maître Millet, l'adoption internationale, c'est quand même très encadré. Les gens ne font pas n'importe quoi. Non, bien sûr, il y a des conventions. Il y a une convention de l'AE qui protège donc les enfants qui sont adoptés. En France, il y a une loi de 1996 sur l'adoption internationale qui interdit l'adoption d'enfants en provenance de pays qui n'autorisent pas l'adoption. Donc pas de trafic, quoi, en quelque sorte. Voilà, pas de trafic. Ça ne veut pas dire que ces trafics n'existent pas. Mais alors l'écueil, c'est que pour contrer ces trafics, on est en train de créer des agences d'adoption. Et là, on rejoint l'idée, effectivement, que l'enfant devient une marchandise, on va dire, adoptable pour satisfaire le besoin de certaines familles. D'un point de vue éthique, l'enfant marchandise, c'est pas très réjouissant quand même, non? Moi, je pondérerais quand même cette remarque en faisant observer que pour un enfant, il est toujours préférable, plutôt que de croupir dans un institut d'un pays déshérité, d'être, même s'il y a un côté effectivement marchand, d'être accueilli dans une famille, d'autant que la dernière loi, la loi du 4 juillet 2005 relative à l'adoption en France, a permis d'améliorer les conditions d'accueil. Il y a une prime d'adoption qui aide les familles à supporter les charges financières, et puis on délivre des agréments, on en parlera peut-être tout à l'heure, même à des couples ayant eu déjà des enfants. Donc je trouve qu'il y a une politique de valorisation de l'adoption pour laquelle, personnellement, les choses étant ce qu'elles sont à l'échelle de la planète, je ne puis que donner mon accord. Mais alors qui peut adopter finalement, Maître Millet? Ce sont les couples qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas en avoir? Si. Ou ça peut être par exemple des célibataires qui voudraient adopter? Oui, ça peut être soit un voire couple, des couples homosexuels? Comment ça se passe? Soit un couple, soit une personne seule. Il faut savoir qu'il y a deux types d'adoption. Quand on parle d'adoption internationale, bien souvent c'est l'adoption plénière, dont le système fait que les liens avec la famille d'origine sont complètement rompus et l'enfant a donc une identité qui est nouvelle et dans l'ignorance de son identité de départ, biologique. Bon. Et puis ensuite, il y a l'adoption simple. L'adoption simple, elle, ne rompt pas les liens avec la famille d'origine. Donc l'enfant a son système d'appartenance, un qui est de la famille biologique, lié à la famille biologique, et l'autre qui est lié à la famille adoptive. Et donc au niveau des origines, je pense que les écueils sur un plan psychologique sont moindres effectivement dans l'adoption simple. Bien sûr. Alors on pourrait envisager et se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un enfant qui est adopté plénièrement devrait voir ses origines complètement niées. Je pense que là, il y a un travail réel à faire. Et le professeur Bernard parlait tout à l'heure des familles polynésiennes, où le sentiment, on n'abandonne pas en Polynésie un enfant, on le donne. On le donne. Et ça change complètement tout dans l'approche. Ça change complètement tout dans l'approche. Et bien souvent, dans les familles haïtiennes, moi j'ai quelques expériences là, de personnes qui ont adopté des enfants haïtiens. Ces parents adoptifs, ont maintenu des liens avec la famille d'origine.
Et ça ne pose pas de souci fondamental à Tahiti. Pas à Haïti. Non, à Tahiti. Voilà, vous disiez Haïti. Ah non, pas du tout. Sophie Campredon voudrait... En Polynésie. Oui, Sophie Campredon voudrait rajouter un mot là-dessus. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Mme Millet, parce qu'on a des exemples contraires, des enfants originaires de Tahiti, pour lesquels effectivement le maintien de lien avec la famille d'origine pose quand même beaucoup de questions. Particulièrement donc, au moment de l'adolescence, où quand même l'identité est une vraie question à ce moment-là, et où effectivement ce maintien de lien ne leur a pas permis d'investir la famille adoptante, et en même temps n'a pas permis de rompre avec la famille biologique. Donc ils sont dans une espèce de double... ils ne savent plus très bien où ils en sont. Alors effectivement, généralement les familles adoptantes, pas que pour les enfants tahitiens, mais d'une manière plus générale, je dirais, ont toujours le souci, en France en tout cas, de faire connaître à leurs enfants leur origine. Et quand on entend les enfants parler, parce que je crois qu'il s'agit quand même là d'écouter l'enfant, ils n'ont pas forcément envie. Alors en tout cas, il faut que ce soit vraiment un moment où ils soient prêts à pouvoir rencontrer leur pays d'origine, éventuellement leur famille d'origine si nécessaire. Et je crois que c'est vrai. Actuellement, il me semble que les parents adoptants anticipent le désir de l'enfant, et que l'enfant n'a pas le temps, lui, d'avoir ce désir-là. Je crois qu'il faut être très prudent vis-à-vis de cette adoption, et qu'il faut vraiment, là encore, suivre l'évolution de l'enfant et aller avec son évolution. Alors, il y a aussi en France une procédure qui est compliquée quand on veut adopter, qui s'appelle l'agrément. En quoi ça consiste, ça? C'est une sorte d'enquête? Qu'est-ce que c'est, Maître André Millet? C'est une demande qui est faite auprès des départements, qui permet de vérifier les conditions d'accueil de la famille, du couple ou de la personne seule, les qualités, on va dire, psychologiques. Dans la réalité, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans le but, c'est celui-ci. Donc, de donner une garantie à l'enfant qu'il sera accueilli par une famille qui est en capacité de l'accueillir. D'un point de vue éthique, c'est plutôt bien, ça, Pierre Lecause, non? Oui, effectivement. On lit, par exemple, parfois des témoignages d'enfants qui écrivent des livres, d'enfants qui ont été adoptés et qui parlent des conditions assez déplorables, d'humiliation. Ils se sentent comme redevables à une dette énorme, d'exister, et les paroles qui peuvent être ambiguës de la part des parents adoptants, qui dénigrent les parents géniteurs, laissant planer le spectre d'un enfant de viol ou de prostitution. Donc c'est vrai qu'il faut que les parents qui adoptent aient vraiment conscience de la gravité de leur engagement, et je ne suis pas choqué par le fait qu'il y ait une enquête psychologique pour connaître les véritables motivations des parents qui adoptent, même si évidemment c'est quelque chose qui est très difficile. Alors vous avez parfois, Sophie Campredon, des témoignages comme ça d'enfants qui ont été adoptés et qui ont vécu cette humiliation, entre guillemets, dont parlait Pierre Lecause? Oui, c'est-à-dire que nous, on est quand même là, pour le coup, en première ligne par rapport aux adoptions ratées, entre guillemets. C'est-à-dire que quand, effectivement, une adoption dysfonctionne, c'est à l'adolescence que c'est le plus explosif. Et c'est vrai que ce sont des enfants qui ont en fait des difficultés d'identification, comme je le disais tout à l'heure, qui n'arrivent pas donc à s'identifier aux parents adoptants, qui effectivement leur sont redevables, donc ça crée une violence et des difficultés à se séparer, puisque à l'adolescence, c'est quand même le moment où on doit se séparer, on grandit, on se sépare, on quitte nos parents. Et eux, ils ont de grandes difficultés à pouvoir faire cette démarche-là, puisqu'à la fois, leurs parents biologiques, ils les ont quittés quand ils étaient tout petits sans qu'on leur demande leur avis. Les parents adoptants, ils veulent les quitter, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils leur sont redevables. Donc ça peut entraîner des conflits très explosifs, voire des abandons d'enfants. C'est vrai que nous, on a pu voir des parents qui étaient au bout, avec tout ce qu'on peut entendre de reproches à ces enfants qui, effectivement, ne sont pas les enfants biologiques. Et finalement, arriver à un abandon parce qu'il n'y a pas de solution. Brigitte Chabran? Non, effectivement, on est confronté surtout à l'adolescence, mais aussi parfois chez le plus petit, et souvent la difficulté pour les parents adoptifs de rendre compte de l'ensemble du comportement aussi de leur enfant, de cet enfant adopté qui vient souvent d'ailleurs. Et puis, parfois, malheureusement, ces troubles... Très souvent, on les met sur le compte de difficultés relationnelles. Ils sont liés parfois à des pathologies organiques responsables de handicap.
par exemple des enfants qui manifestent des troubles de la concentration, des troubles de l'attention, où on le met sur le compte de difficultés relationnelles, et qui sont en fait liés à ce qu'on appelle les tableaux de fétopathie alcoolique. Donc, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faut que vous donniez des mots un peu plus simples. C'est les enfants qui viennent des pays de l'Est, et ce sont des enfants pour lesquels leur mère, pendant la période anténatale, donc pendant toute la grossesse, ont absorbé de l'alcool et qui vont laisser des lésions neurologiques irréversibles, se traduisant par un retard mental, des difficultés de concentration. Le diagnostic est difficile dans les premiers mois de vie, donc en général à l'âge où l'enfant est adopté, et les premiers signes sont plus visibles vers 1 à 2 ans. Et à ce moment-là, lorsqu'on fait le diagnostic, c'est quand même très compliqué à expliquer aux parents adoptifs. Et là, ça peut amener aussi à entre guillemets, un deuxième abandon de cet enfant. Sophie Campredon. Oui, je voulais rajouter que je crois que c'est effectivement très important de ne pas tout mettre sur le compte de l'adoption. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des enfants qui arrivent avec des gros troubles, notamment des gros troubles cognitifs, des troubles de l'apprentissage, pour dire les choses plus simplement. Donc des enfants en échec scolaire. Et c'est vrai que chaque fois, on met ça sur le compte de l'adoption, etc. Je crois qu'il y a des enfants qui ont eu des souffrances fœtales, qui ont eu des souffrances dont les parents ne sont pas informés. Et il faut rechercher effectivement une origine organique aux difficultés que peuvent rencontrer ces enfants. Ce n'est pas toujours psychologique. Alors, ce n'est pas que psychologique. Ok, si vous voulez, j'aimerais qu'on parle un peu de l'attitude que les parents adoptifs doivent avoir vis-à-vis des enfants adoptés qui sont à la recherche de leurs origines. D'abord, qu'est-ce qu'ils sont obligés de dire ou de faire? Qu'est-ce que la loi leur impose? Et quelle est, d'après vous, l'attitude qu'il faut avoir dans ces cas-là? On en a un petit peu parlé par rapport à l'adoption plénière et l'adoption simple. Maître André Millet, vous disiez que l'adoption simple était plutôt souhaitable parce qu'elle ne brise pas le lien avec la famille d'origine. Mais ceci dit, j'imagine que c'est une interrogation légitime chez tout être vivant de se dire d'où est-ce que je viens? Et donc de se poser cette question, comment y répondre? Maître André Millet. Je ne sais pas s'il y a deux réponses possibles. Au niveau de la législation, vous avez la Convention des droits de l'enfant qui dit que chaque enfant a le droit de connaître ses origines. C'est d'application immédiate en France, donc voilà, la loi le dit. Ensuite, comment y parvenir? Je crois que ce que Sophie Campredon vient de dire concernant le rythme de l'enfant est extrêmement important. C'est-à-dire que ce soit un enfant adopté ou un enfant qui n'est pas adopté, il y a une attention en tant que parent à avoir vis-à-vis de cet enfant. C'est-à-dire que si à un moment donné il commence à parler, je ne sais pas, je caricature, s'il a un teint de peau qui est différent, il va commencer à s'interroger, il va poser des questions. Donc il a droit à une vérité. Il a droit à une vérité. Ensuite, cette vérité, pourquoi est-ce qu'elle peut paraître difficile à assumer? C'est que peut-être socialement, elle n'est pas vraiment prise en compte ou pas acceptée par la société. Mais peut-être que bien expliqué, l'enfant est capable d'entendre d'où il vient et que ses parents sont ailleurs. Je veux dire, il y a une biologie qui sont ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui s'instaure avec l'enfant et une nécessité de suivre son rythme et ses interrogations. Mais comme avec n'importe quel enfant, sauf que celui-ci, il est enfant et adopté. Parfois, j'ai l'impression qu'on cache aux enfants, pour les protéger, des vérités en disant « mais non, ça c'est trop dur ». On va anticiper la réaction de l'enfant en négligeant ce dont il est capable. C'est important d'annoncer des vérités, de dire des vérités, tout en ayant la manière de les dire, de l'accompagner dans ces vérités-là. Sophie Campredon, vous êtes amenée, vous aussi, à accompagner les parents et les enfants qui sont confrontés à ces problèmes? Je pense qu'effectivement, en tout cas, moi, je n'ai pas rencontré de petits adoptés, c'est plutôt des adolescents, mais effectivement, il arrive que dès que l'enfant arrive en France, les parents demandent de l'aide auprès des psychiatres et des psychologues pour effectivement savoir comment faire avec leur enfant, comment agir. Bon, en même temps, moi, il me semble qu'à partir du moment où on adopte un enfant, il faut être le plus naturel possible. C'est toujours pareil, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Je crois que c'est vraiment une histoire d'interaction entre des individus. Je crois que je suis d'accord avec ce que dit Mme Millet, c'est-à-dire qu'il faut là attendre les questions de l'enfant et pas les anticiper. Moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois que c'est essentiel. Parce que c'est vrai que trop souvent, pour faire par souci de bien faire, les parents anticipent les questions et l'enfant n'est pas prêt à les recevoir et c'est là qu'il peut y avoir des difficultés. Pierre, peut-être vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous en prie. Ce qui est important, c'est que l'enfant puisse broder un roman familial
qu'il puisse recréer avoir... un peu le mythe de sa famille, c'est ça que vous voulez dire? Oui, et qu'il ait le sentiment que ses parents ont été amenés à se résoudre à cette solution de l'abandon, qu'ils s'y sont résignés, c'est par dépit, c'est par des contraintes liées à la pauvreté, ou parce que la liaison n'était pas officialisée, en particulier dans certaines ethnies, dans certaines cultures. Les mariages sont préprogrammés, ils sont même consanguins. Et donc, si l'enfant naît d'une liaison amoureuse, mais qui ne rentre pas dans les codes de la communauté, il ne peut pas être éduqué par ses parents. Donc, si l'enfant sait cela, il peut s'en accommoder. Maintenant, moi, je ne suis pas pour lui dire qu'il est un enfant de la prostitution ou d'un viol. Hein, là, le devoir de dire la vérité, même enveloppée, aboutit à des absurdités. Il y a des violences. Tout n'est pas utile à dire, ça c'est clair. Je crois qu'il faut faire très attention, parce que c'est vrai qu'il y a des dérives actuellement où on voudrait croire que les enfants peuvent tout entendre, et je crois qu'en effet, même les adultes d'ailleurs, ne peuvent pas tout entendre. Bien sûr, non, mais ça, on est bien d'accord. Alors, il y a en France des enfants qui ne sont pas adoptés, soit parce qu'ils sont trop âgés, ou bien parce qu'ils sont malades. Que deviennent ces enfants? Où sont-ils et que font-ils de leur vie? Enfin, je veux dire, comment est-ce que leur enfance est prise en charge, en quelque sorte, jusqu'à temps qu'ils puissent éventuellement se débrouiller par eux-mêmes en tant qu'adultes? Ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et certains enfants sont totalement élevés dans l'aide sociale à l'enfance. Donc si en cas de pathologie chronique, comme par exemple un handicap, d'abord il faut savoir qu'il y a certaines familles qui adoptent des enfants handicapés, par exemple des enfants trisomiques 21, qui ont été abandonnés à la naissance du fait du diagnostic. Et ces enfants, moi j'en connais un certain nombre, ont été adoptés par des familles qui demandent justement d'adopter des enfants porteurs de handicap mental. Pourquoi? Par charité extrême? Après, chaque couple a son motif qui lui est propre, mais on rencontre un certain nombre de familles et qui reçoivent l'agrément dans ce cadre-là, en demandant spécifiquement, effectivement, des enfants porteurs de pathologies lourdes. Sinon, les autres enfants restent dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, vont avoir un système en cas de handicap mental, un système éducatif adapté, que ce soit en IME, puis après en CAT. IME, CAT, qu'est-ce que ça veut dire? Instituts médico-éducatifs, centres d'aide par le travail, et resteront sous tutelle de l'État. Pierre Lecaux, quand même, c'est que l'adoption, c'est une filiation à part entière. Oui. Et il faut que les parents aient conscience que lorsqu'ils adoptent, l'enfant n'est pas jetable, c'est pas un substitut et qu'ils vont pouvoir aller frapper à la porte du juge en disant il est insupportable, nous n'en voulons plus, reprenez-le. Et il faut vraiment comprendre que c'est une véritable filiation et que même l'enfant insupportable, on peut avoir le désir de s'en débarrasser, mais on ne peut pas en avoir la volonté. Parce que la volonté, elle implique un engagement dans le temps et quelque chose d'irréversible. Donc, je voudrais qu'on parle un peu d'accouchement sous X. Peut-être c'est de l'accouchement anonyme. Je ne sais pas si le terme sous X est encore employé. Maître André Millet, les enfants qui sont nés dans ces conditions, comment peuvent-ils avoir accès à leurs origines? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans la loi présente qui ont changé? Il y a eu la création d'un centre national d'accès aux origines, auquel les enfants, donc, qui sont généralement adultes, du reste, s'adressent pour connaître leurs origines. Ces origines ne seront révélées que si la mère est d'accord pour qu'elles soient révélées. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va laisser dans une enveloppe tous les renseignements qui seront nécessaires pour son enfant. Voilà. Et donc, si son enfant demande à connaître ses origines, on va lui remettre cette enveloppe, il va l'ouvrir et il va... Non, il est assisté dans cette démarche par un service qui va l'aider à prendre connaissance de toutes ces informations. Il va également être aidé pour faire ses recherches à partir de l'instant où il s'inscrit, où il va demander au CNAOP de les faire. Mais c'est une avancée, mais... qui est assez controversée dans la mesure où finalement le secret de l'origine n'est pas levé, sauf si la mère le décide. Donc l'enfant de fait ne va pas avoir un accès direct. La loi ne dit pas que la mère en toutes circonstances doit indiquer son origine, doit indiquer que c'est son enfant et dans quelles circonstances, etc. Voilà. Donc c'est une avancée tout à fait relative à mon sens. Pierre Lecaux, vous vouliez ajouter un mot là-dessus?
Oui, cela nous amène tout de même à réfléchir sur les motivations qui amènent à cette pratique de l'accouchement anonyme. On sait que si une mère n'a pas cette possibilité d'accoucher dans la confidentialité, elle ira accoucher ailleurs. Au mieux devant une caserne de pompiers ou un commissariat de police, au pire dans une cave et dans des conditions sanitaires déplorables. Donc ça peut avoir des effets catastrophiques et donc il n'y a pas de solution satisfaisante, mais la moins insatisfaisante de toutes, c'est quand même la possibilité d'hospitalisation et sans pression, permettre à la mère de dire quelques mots, même si ce ne sont que quelques phrases sur une lettre, un bout de papier, mais c'est très important que l'enfant puisse se rattacher à quelque chose. Et ensuite, cette instance de médiation, moi j'y souscris, je trouve qu'elle elle est un compromis boiteux, mais qui fait droit à l'enfant d'aller quand même du côté de la recherche de ses origines, mais aussi au droit de la mère d'être protégée, de ne pas être trahie. Sinon, les mères iront accoucher ailleurs et dans des conditions sanitaires très problématiques. D'autres formes d'adoption plus récentes qui, comment dire, naissent avec les évolutions de la technologie de la procréation médicalement assistée, c'est par exemple l'adoption prénatale. Alors qu'est-ce que c'est que l'adoption prénatale, Pierre Lecause? On appelle ça en droit français l'accueil d'embryons. Il s'agit de proposer à des couples... C'est permis ça, c'est un truc que la loi permet. Oui. Il s'agit à des couples doublement stériles de proposer un embryon qui, si je puis dire, est resté au congélateur parce qu'il n'entre plus dans le projet parental d'un couple pour lequel une fécondation in vitro a été réalisée et qui a atteint son objectif, qui souvent est d'avoir 2 enfants. Et quand la fécondation in vitro a marché, l'embryon reste dans le congélateur, on peut ou bien le détruire, ou bien le donner à la science pour des recherches embryonnaires, ou bien le proposer à un couple et qui... J'imagine qu'il faut l'accord des parents d'origine. Enfin, Oui, absolument. Alors ça pose des problèmes éthiques parce que d'une part, on pourrait imaginer une sorte de concurrence entre des embryons adoptables et des enfants effectivement adoptés. Moi, je préfère qu'on adopte des enfants qui sont déjà abandonnés et nés plutôt que de créer des enfants génétiquement orphelins, probablement pour moi, dans le moins pire des scénarios, auraient eu un destin plus heureux s'ils avaient été donnés à la science, même si cela peut choquer certains. Et je crois que justement, nous n'avons pas résolu ce problème de l'accouchement sous X. Il y a des quêtes d'identité. Nous avons parlé des échecs. Je trouve un peu paradoxal que nous ajoutions encore, et que la médecine soit à ce rendez-vous étrange, nous ajoutions encore des cas d'adoption et de quête d'identité par les progrès de la biotechnologie. Je crois que là, on a peut-être... Brigitte Chabrol, Sophie Campredon, je vous vois acquiescer là, au propos de Pierre Lecause. Non, mais c'est c'est une adoption qui est très récente, des techniques très récentes, mais effectivement qui mérite réflexion. Et on parlait de l'adoption dans le cadre de l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, c'est l'intérêt supérieur de l'embryon ou des parents adoptants. Ça pose beaucoup de questions. Bien évidemment, pas de réponse, mais... Comme on a tendance un peu à nier actuellement qu'une famille, c'est quand même quelque chose qui a débuté à un moment donné. Hein, c'est-à-dire il y a quand même la génération, la transmission de génération en génération. Et quand même là, il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui se transmet plus, en fait. Et je ne sais pas bien quel type de lien peut avoir un parent avec un enfant issu d'un embryon qui n'est pas de lui. Enfin, je trouve ça très compliqué, moi, sur le plan... une fois de plus identitaire et aussi générationnel. Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Comment on va pouvoir élever un enfant qui finalement a des gènes qui ne nous appartiennent pas, qui va avoir des comportements qui vont être interprétés probablement de manière inconsciente, mais qui risquent d'être interprétés en disant mais de toute façon c'est pas le nôtre, même si c'est pas dit et verbalisé comme ça. Je crois que quelque part dans l'inconscient cette question-là existe forcément, ça me semble être important. J'ajoute que les parents géniteurs vont devoir vivre avec l'idée que quelque part
Ils ont des enfants de leur propre chair. Et que cet enfant-là, s'il est averti des conditions spéciales dans lesquelles il est né, c'est qu'il a des frères et sœurs dans la nature. Alors la procréation médicalement assistée, ça aussi c'est compliqué puisque, comment dirais-je, il y a des dons de sperme, des dons d'ovocytes. Est-ce que les enfants issus de telles techniques ont droit et peuvent retrouver leurs origines? Comment est-ce que ça se passe là? C'est interdit par la loi. Bon, voilà, donc le père est celui qui reconnaît l'enfant. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'embryon, de l'adoption prénatale, c'est pareil. Eux aussi, ils peuvent pas connaître leur origine. Ah non, non. Même chose. Non. En Suisse, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a d'autres législations où c'est possible. Donc ça veut dire qu'il y a en Suède, voilà, en Suisse, bon. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres manières d'aborder. La question est ouverte. Hein, Sophie Campredon, le mot de la fin. Simplement pour dire que peut-être que finalement, il ne faut pas que les enfants connaissent leur origine, tout simplement. Moi, j'en sais rien, mais en tout cas, la question se pose. Et c'est vrai qu'il y a des exemples, en tout cas, de femmes seules qui ont voulu avoir des enfants et qui ont été trouver un homme X dans la rue avec lequel ils ont fait un enfant. Et bon, peut-être que ça ne pose pas plus de problème d'avoir un ovocyte ou un sperme. En tout cas, je crois que là, dans ce cas-là, il n'est pas certain qu'il faille dire aux enfants qui sont issus de fécondation ou de... Voilà, c'est cette question-là, moi, que je... Ce que vient de dire le pédopsychiatre, j'ajoute qu'on n'aurait pas à l'idée d'aller demander à la femme qui a un enfant d'une liaison adultérine d'aller révéler la vérité au mari ni à l'enfant. Donc, pourquoi le réclamons-nous pour le donneur de sang? Ok, eh bien, on va terminer sur ce mot de la fin de Pierre Lecause. Nous allons nous retrouver demain dans Questions d'éthique pour parler toujours sur le thème de l'enfant, de dépistage prénatal et néonatal, et puis aussi un petit mot sur l'enfant médicament. À demain dans Questions d'éthique.